dont la première partie, vous le savez, est empruntée à une déclaration de Michaud souvent citée, qui se trouve dans un texte de 1950, qui porte le titre d'Observation. J'écris pour me parcourir, peindre, composer, écrire, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. Alors pour l'éthos du peintre, seconde partie du titre, c'est un peu plus compliqué. Vous savez la place qu'occupe aujourd'hui en analyse du discours la notion d'éthos. Elle est très étroitement reliée, bien évidemment, à la problématique de l'énonciation. La question qui se pose, c'est y a-t-il une énonciation picturale? Qu'en serait-il de l'inscription de la fonction sujet dans un art non verbal comme la peinture? C'est une question qui a été très discutée dans les années 80 au CETA, au groupe de théoriciens et d'historiens de l'art réunis autour de Louis Marin et d'Hubert Damy. Je pense notamment aux travaux de Daniel Arras sur l'annonciation, énonciation. Ce n'est pas cette voie-là que je suivrai ce matin. Franck l'a rappelé, on pourrait trouver dans les textes de Michaud, dans ceux qu'il a écrits sur sa peinture en particulier, un certain nombre de propositions faisant signe vers ce que j'appellerais une éthique des gestes. Par exemple, dans Émergence-Résurgence, ceci, je n'ai rien à faire, je n'ai qu'à défaire. Et c'est une phrase qui apparaît dans un passage de ce livre où il est question des aquarelles qu'il réalise en s'y jetant à corps perdu, littéralement, en 1948, durant ces semaines où sa femme, Marie-Louise, agonise. Je remarque d'ailleurs que la dernière image montrée par Franck, c'était une aquarelle. Elle était bien de 1948, Franck? Voilà. Et nous ne nous sommes pas concertés, hein, encore une fois. Donc je commence là où il a fini. Cette éthique des gestes, comme j'essaie de la penser, ne consisterait pas en des règles normatives, hein, qui seraient déduites de principes a priori, mais en règles constituantes, immanentes aux gestes engagés par les actes picturaux. Et celui qui a le mieux exploré cette question, il en a été brièvement question tout à l'heure, c'est le Wittgenstein des leçons sur l'esthétique. Je dis bien des leçons sur l'esthétique. On ne s'éloigne pas pour autant de l'éthique. D'abord parce que l'éthique, comme Wittgenstein la conçoit dans sa conférence de 1929-1930, inclut, je le cite, la partie essentielle de ce qu'on appelle communément esthétique. Et on trouve d'ailleurs dans cette conférence bien des éléments qui pourraient soutenir notre lecture de Michaud, en particulier la conclusion selon laquelle l'incapacité où nous sommes de donner une analyse correcte de ce qui a valeur éthique pour nous, cette incapacité nous renvoie aux bornes du langage. C'est l'expression employée par Wittgenstein. Ainsi, les expressions que nous avançons sont, selon Wittgenstein, en défaut, non pas parce qu'elles ne sont pas correctes, mais parce que, dit-il, leur essence même est de n'avoir pas de sens. Et la seconde raison pour laquelle je me tourne vers les leçons sur l'esthétique est qu'elles comportent un certain nombre de motifs qui, réciproquement, nous orientent vers l'éthique. Me retiendra notamment le renvoi aux façons de vivre,
à rapporter, bien entendu, à la notion de forme de vie, Lebensform, abordée notamment dans les investigations philosophiques. Alors c'est une notion qui a été très débattue, qui l'est toujours, mais il me semble que la manière dont elle est exposée dans les leçons sur l'esthétique nous oriente vers une interprétation possible de la notion. Je citerai donc ce passage des leçons sur l'esthétique. Afin d'y voir clair en ce qui concerne les mots esthétiques, vous avez à décrire des façons de vivre. Nous pensons que nous avons à parler de jugements esthétiques tels que « ceci est beau », mais nous découvrons que si nous avons à parler de jugements esthétiques, nous ne trouvons pas du tout ces mots-là, mais un mot qui est employé à peu près comme un geste et qui accompagne une activité compliquée. Alors, il y aurait ainsi des mots gestes du type « c'est ainsi »,« c'est cela », des mots déictiques en quelque sorte. Et ce sont ces mots qui, selon Wittgenstein, viennent à la place de mots esthétiques comme « ceci est beau ». Et le fait donc que les mots gestes viennent à la place des mots esthétiques expliquerait qu'il soit nécessaire de resituer les appréciations esthétiques dans leur environnement culturel et de décrire donc, les jeux de langage dans lesquels ces appréciations sont prises. Je vous renvoie notamment à ce passage des leçons sur l'esthétique où Wittgenstein nous dit que, je cite, « pour décrire le goût musical, il vous faut décrire si les enfants donnent des concerts ou les femmes, ou si seuls les hommes en donnent, etc. etc. » Alors, Wittgenstein aura commencé par montrer en quoi les appréciations esthétiques diffèrent de celles que nous portons, par exemple, sur un vêtement que nous avons commandé à un tailleur, du type « les revers sont trop étroits, la manche est trop courte ». Mais on observe au fil des leçons que cette différence se résorbe lorsque nous passons des appréciations, ceci est beau, aux raisons que nous en donnons. Les raisons étant à bien différencier évidemment des causes. Et donc aux raisons et à la description par conséquent des objets concernés. Et c'est à ce propos que Wittgenstein fait état des positions des behavioristes qui ne nient pas l'existence de sentiments, mais qui soutiennent que, je cite, « notre description du comportement est celle des sentiments ». Alors, que tout soit clair, je ne trouve pas de meilleure illustration que cette anecdote qui a cours dans les laboratoires de psychologie et qui vous fera comprendre en deux mots de quoi il ressort. C'est une petite anecdote. Deux behavioristes font l'amour et l'un dit à l'autre « c'était très bien pour toi. C'était comment pour moi ?» Voilà. Voilà ce qu'est le behaviorisme. Et c'est un peu à cette aptitude que j'emprunterai, voilà, en partie ce matin. L'éthique des gestes de Michaud, si quelque chose de tel existe, regarderait donc du côté d'une éthologie, c'est-à-dire d'une description des comportements, des actes, et elle serait à mettre en relation avec tout ce qui, dans l'œuvre poétique, fait signe vers les manières d'être, les façons de vivre, et c'est pourquoi je pense que l'éthologie ainsi conçue n'est jamais très loin, surtout avec Michaud, d'une ethnologie. C'est par conséquent une éthologie des gestes picturaux de Michaud que je tenterai. À cette fin, je me fonderai tantôt sur des textes, tantôt sur le point de vue behavioriste. Alors pour entrer dans le vif du sujet, je partirai de l'épigraphe d'émergence-résurgence. Né, élevé, instruit dans un milieu et une culture uniquement du verbal, en note et avant l'époque de l'invasion des images, je peins pour me déconditionner. Alors quand on cite cette phrase, qui
très souvent rappelé, c'est ordinairement pour mettre l'accent sur la sortie du verbal. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui est dit dans la note, car cette note nous invite à réfléchir sur ce qu'est une image. L'époque de l'invasion des images, c'est incontestablement celle, pour reprendre l'expression bien connue de Benjamin, celle de leur reproductibilité technique. Les images en question, ce sont les photographies de presse, les affiches, les images publicitaires, télévisuelles, cinématographiques, etc. Ce que le terme invasion connote, c'est le refus par Michaud de l'état réifié de l'image, en tant qu'elle reposerait uniquement sur la perception d'une ressemblance et donc sur la recognition de ce à quoi ressemble l'image. Ce qui est refusé, c'est donc la stabilité des identités iconiques, et c'est le caractère transitif qui en découle, et qui se trouve évidemment au principe de la duplication infinie de l'image. Et vous savez par ailleurs, je ne vais pas m'y étendre, la véritable répugnance de Michaud à se faire photographier. Ce refus a à voir plus largement avec, et cela va vous paraître une provocation de le rappeler, avec son désintérêt premier pour le dessin et la peinture, s'ils doivent se limiter à reproduire des apparences. Entre de multiples témoignages, celui-ci, que je dois à l'une de ces notes fabuleusement érudites que l'on trouve dans l'édition Bellourde des œuvres de Michaud, à Patrick Wallberg, donc, dans une lettre du 30 mai 1956, Michaud écrit « Je haïssais les peintres plus que n'importe quels gens comme étant les auxiliaires bénévoles de l'encombrante réalité. » Et de ces apparences qui ne sont que trop apparentes et couvrantes. Entre parenthèses, les cubistes même ne les avaient jamais dépassées, tout au contraire. C'est vraiment, alors, du Michaud contre, comme Franck nous en a parlé tout à l'heure, de la plus belle eau. Et cette hostilité première, il l'évoque à plusieurs reprises, non seulement dans sa correspondance, mais dans des textes publiés, et à chaque fois, il souligne que son attitude a changé au milieu des années 20. Alors, il varie un peu sur les dates, sur l'âge qu'il avait. Lorsqu'il a vu pour la première fois des œuvres de Klee, de Max Ernst et de Giorgio de Chirico. Et en fait, on peut repérer très précisément les circonstances de cette rencontre avec les œuvres de ces trois peintres. Ce sont les deux expositions organisées à Paris durant l'automne 1925. Alors, des trois peintres, Klee est très certainement celui qui aura le plus compté et le plus longtemps pour Michaud. Il lui consacrera d'ailleurs un texte, il a été évoqué tout à l'heure, en 1954, Aventure de ligne, qui est la préface à la monographie de Will Groman sur Klee, traduite en français. La première de ces expositions est une exposition monographique. Elle rassemble 39 aquarelles de Klee. Elle a lieu du 21 octobre au 14 novembre à la galerie Vavin-Raspail. C'est la première exposition de Klee en France. Le catalogue est préfacé par Aragon et il comprend un poème d'Éluard. Vous voyez, 39 œuvres sont réunies. Je me suis amusé à retrouver certaines d'entre elles. Les catalogues des musées étant en général très bien tenus, on a accès à l'historique des expositions. Et simplement, pour vous faire l'œil neuf, en quelque sorte, de Michaud en cet automne 1925, je vous montre quelques-unes des œuvres qui furent exposées à ce moment-là, quelques œuvres de Klee, sans davantage les commenter. J'attire votre attention simplement sur quelques éléments, la fragilité et l'extrême délicatesse des supports,
la modestie des formats, l'emploi qui est fait dans certaines de ses œuvres du trait. Les fonds très délicats. Alors j'ai mis en face de 17 fous la reproduction qui a été publiée au début de l'année 1925 dans la Révolution surréaliste, dans le numéro 3 de la revue du groupe. Il y a 4 reproductions d'œuvres de Klee, sans commentaire, hein, et sans lien avec aucun texte de ce numéro. 4 œuvres de Klee à mettre en rapport, je pense, avec la seconde exposition qui est organisée par le groupe surréaliste à la galerie de Pierre Leub, la galerie Pierre, dont je vais parler dans un moment. Voilà, et alors, donc, la seconde exposition ouvre le jour même où la précédente ferme, et elle a pour titre la peinture surréaliste. Elle durera jusqu'au 25 novembre, et Klee y est représenté avec notamment cette œuvre, ainsi que Ernst et De Chirico, aux côtés de Hans Arp, d'André Masson, de Juan Miró, de Man Ray et de Pierre Roy. Le catalogue est préfacé par André Breton et Robert Desnos. Et quelques mois plus tôt, donc, comme je l'ai dit, eh bien, la Révolution surréaliste reproduisait 4 œuvres de Klee. Je vous en ai montré 17 fous, et voici les 3 autres. Vous voyez donc qu'il était difficile, en cette année de 1925, à Michaud d'échapper à Klee, et il l'a dit, il a compris à ce moment-là ce qu'il était possible de faire avec la peinture. Alors, est-ce à dire que, si je reprends le fil de mon propos, il n'y aurait pas d'image chez Klee? Bien sûr que non. Mais c'est que l'image fonctionne ici selon un tout autre régime que celui qui est monté par la reproduction des apparences et la reproductibilité technique. Et pour bien comprendre cela, il faut compléter la définition sémiotique de l'image, qui est fondée sur le renvoi, hein, sur la référence, sur la dénotation. Il faut la compléter par sa définition phénoménologique. En ce sens-là, on dira que l'image engage l'intentionnalité, alors l'intentionnalité d'un phénomène, au sens où elle engage la structure causale dans laquelle sont prises les choses qui nous apparaissent. En bref, cela ne fait image que pour quelqu'un. L'image n'existe que dans la rencontre d'un sujet et d'un objet, c'est-à-dire dans le regard que le sujet porte sur l'objet. Et la tradition occidentale fourmille d'indications qui vont dans ce sens. Philostrate l'Ancien, par exemple, dans la vie d'Apollonios de Tyane, lorsqu'il attribue à la fantasia de chacun, de chaque sujet, hein, les figures de centaures, par exemple, que nous percevons dans les nuages. Léonard, lorsqu'il raconte comment Piero di Cosimo s'excite l'imagination à diverses inventions. Destare l'ingegno a varie inventioni, dit-il exactement. En contemplant quoi? Eh bien, un vieux mur couvert de mousse. C'est Alexander Cousins mettant au point une méthode d'enseignement du dessin qui est fondée sur les tâches. Je pourrais citer encore d'autres exemples, y compris du côté de la Chine, car la tradition chinoise est très riche également en textes de cet ordre-là. Et comme le souligne le texte de Léonard, notre regard n'est pas vierge, hein, mais il est habité, il est peuplé, il est soutenu par une mémoire. Cette mémoire visuelle trouve à se déployer dans ce que l'on appelle l'imagination, mais cette imagination est à concevoir non pas comme
une réserve, un trésor, un stock en quelque sorte, mais comme une puissance active, puissance dynamique et structurante, ce que l'allemand Einbildungskraft rend particulièrement bien. Et c'est exactement ainsi que l'image procède chez Michaud, comme nous avons pu le voir encore ce matin en visitant l'exposition. Elle résulte toujours de la rencontre entre des formes obsédantes, ces figures, des visages souvent, que l'on a dans la tête et qui reviennent dans les rêves, dans les cauchemars, et des matériaux, ces matériaux avec lesquels le peintre interagit. Et c'est ainsi que les éclairs vifs, fluorescents presque, de la gouache semblent faire émerger les figures du papier noir des années 1937-1938, ou que, de même, les pigments plus ou moins dilués de l'aquarelle produisent des formes incohérentes ou évanescentes. Et des résultats similaires sont obtenus, nous l'avons vu, avec le pastel, ou le frottage. L'image, chez Michaud, est toujours apparaissante et ou disparaissante. Elle est gagée, si l'on peut dire, sur l'abstraction. Eh bien, les formes figuratives, si on les replace dans ces devenirs, dans ces processus, ne sont finalement rien d'autre que des tâches transformées. Je vous renvoie à l'une des plus anciennes que nous ayons de Michaud, elle est de 1925, elle était anciennement dans la collection de Pollan, elle est connue aussi sous le titre Le Petit Masque Bleu. Or, à bien y regarder, une tâche, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un point informe, plus ou moins agrandi? Qu'est-ce que c'est d'autre que, finalement, une expansion désordonnée, je dirais volontiers stochastique, du point? Voici une autre œuvre, à peu près contemporaine, connue sous le titre Un poulpe ou une ville, également anciennement dans la collection de Jean Pollan. Les avatars figuratifs du point procèdent donc d'un triple mouvement. Premièrement, expansion spatiale. Deuxièmement, concentration ou intensification de la matière. Et troisièmement, interaction entre les suggestions du médium, en particulier cette question qui trouve toujours des réponses différentes, comment le subjectile va-t-il réagir au projectile? Donc, interaction entre les suggestions du médium et les sollicitations que sa puissance imageante, en quelque sorte, adresse au sujet. Et si l'on considère ces avatars figuratifs des pointages dont je vous ai montré quelques exemples, on relève l'absence de lignes de contour, de lignes de définition. Et pourtant, la communication recoupe vraiment sur plusieurs points celle de Franck tout à l'heure, c'en est hallucinant, je dirais. Et pourtant, vous le savez, la ligne est très présente dans l'œuvre de Michaud, comme en témoigne ce premier dessin publié par lui, dont on a vu également la reproduction dans l'exemplaire d'émergence résurgence qui figure en bas dans l'exposition. Donc, le dessin publié dans le numéro d'hommage à Léon-Paul Fargue de la revue Les Feuilles libres. C'est une ligne qui est tracée sans lever de la main et qui semble, à une de ses extrémités, configurer un bulbe en forme de visage,
tandis que les multiples accidents qui sont produits par les retours de la ligne sur elle-même ouvrent des indentations en forme de caractères, de signes pseudographiques, assez semblables à ceux de deux dessins contemporains qui sont datés tous deux d'octobre 1927. C'est Alphabet, dédié à Jean Paulhan, et lui ayant appartenu, et c'est Narration qui lui appartenait à René Berthollet. Alors en définitive, il y aurait trois grands investissements de la ligne chez Michau. La ligne comme puissance de séparation, de différenciation entre intérieur et extérieur, gauche et droite, dessus et dessous. Voyez les dessins de 1945, où la ligne se fait tour à tour ligne d'horizon, ligne de crête, bord du chemin. Deuxième investissement de la ligne, c'est la ligne comme segment autonome, entrant comme tel dans la construction des pseudographies. Alors les pseudographies, j'en ai parlé, comment les définir? Eh bien, ce sont des quasi-signes dont la forme évoque par analogie les systèmes notationnels des langues, alors que, bien entendu, les quasi-signes, les pseudographies ne renvoient à rien. Et ces pseudographies peuvent ne conserver la linéarité de l'écriture que pour produire des séries. Nous en avons vu des exemples tout à l'heure, on voit ici d'autres, toujours au feutre sur papier. Ici, c'est fibrilles, assez semblables à des empreintes fossiles. Enfin, troisième investissement de la ligne, c'est la ligne comme support axial, horizontal ou vertical, voire les deux dans les grilles, ce support étant lui-même soit actuel, soit virtuel. Il est actuel dans les grilles des alphabets des années 40, comme dans les portées des années 60. En voici quelques exemples. Portées que l'on voit reparaître sous forme de sérigraphie sur papier noir, comme un ensablement. Et vous remarquerez donc que dans ces portées, c'est la tâche de fond qui endosse un caractère linéaire. Mais le support est virtuel dans les lignes de base sur lesquelles s'enlèvent les lignes de narration et d'alphabet, ou dans les grilles de mouvement, puisqu'on peut lire les signes aussi bien en ligne qu'en colonne. Alors, allez-vous me dire, la ligne, le point et ligne, est-ce que l'œuvre de Michau ce ne serait que cela, l'œuvre peint et dessinée. Et c'est un fait que la ligne et le point, on les trouve dans tous les arts du dessin. C'est un truisme de le rappeler. Et qu'ils sont présents dans les peintures pariétales de la préhistoire. On évoquait Lascaux tout à l'heure. Voyez les deux lignes de 3 points sous la queue de ce rhinocéros à 2 cornes dans la scène du fond du puits à Lascaux. Et justement, il en a été question aussi, il arrivera à Michau d'importer le schématisme de ces figures dans ses propres dessins, comme on le voit sur cette feuille au feutre de 1974. Mais si Michau forme justement des figures qui ressemblent fort à ces silhouettes venues du plus lointain passé, c'est parce qu'il utilise tour à tour ou simultanément tous les possibles
du point et de la ligne, qu'il en déploie le diagramme complet. Si l'on entend le diagramme avec Deleuze comme, je cite Deleuze, l'ensemble opératoire, c'est opératoire qui est important évidemment là, l'ensemble opératoire des points et des tâches. Et c'est pourquoi les usages que Michaud fait de la ligne et du point sont incommensurables avec les deux versions dominantes que la théorie de l'art en aura connues en Occident, la version rationaliste énoncée par Alberti dans le De Pictura, ou la version mystique donnée par Kandinsky dans Du spirituel dans l'art. Alors, cette description serait incomplète si on ne prenait pas en considération les trois gestes techniques. Moi, j'en vois trois, les trois gestes techniques mobilisés par Michaud, qui, là encore, en eux-mêmes, n'ont rien d'original, mais qui, originaux, le sont par les usages qui en sont faits. Premier geste, c'est le tracement à la plume, dans les dessins, ou aussi bien au pinceau, dans les mouvements, ou au feutre, comme on l'a vu. Deuxième geste, c'est le dépôt de matière. Gouache, acrylique, aquarelle, encre de Chine, avec, pour l'aquarelle et l'encre de Chine, tous les effets qui sont liés à leur plus ou moins grande charge en pigments et en eau. Et vous voyez ce que Michaud dit de l'aquarelle en 1959, parce qu'il y a beaucoup d'énoncés sur l'aquarelle, en particulier en pensant au phénomène de la peinture, mais enfin, il y a dans « Faut-il vraiment une déclaration ?» qui est une allocution prononcée lors d'une exposition chez Daniel Cordier, ceci, qu'est-ce qu'il aime dans l'aquarelle? Eh bien, il répond « son eau ». Son trop d'eau, son inondation d'eau qui va tromper, bousculer l'objet de mon attente. Ça c'est remarquable, qui va bousculer l'objet de mon attente. Si j'en ai un, ajoute-t-il entre parenthèses, le noyer illico, m'éveiller enfin, bien obligé à de prodigieuses volte-face. Et enfin, troisième geste, eh bien c'est l'action à distance, sans contact avec le support, qui s'exerce par versement, par jet ou par éclaboussure. Et ce sont donc tous ces paramètres qu'il faut croiser pour voir ce que Michaud fait. Et j'insiste là sur la nécessité de combiner ces deux termes, voir et faire. Voir ce que Michaud fait. Par exemple, la tâche peut être obtenue non seulement par l'expansion du point, comme nous l'avons vu à travers 2 ou 3 exemples, et donc par dépôt, mais elle peut être obtenue par tracement. Et ce sont ces pelotes de traits baveux des dessins de 1945. Ou bien elle peut être obtenue par projection, comme on le voit dans les premières grandes encres, séries qu'il commence en 1954. Alors revenons à la ligne. Quand Michaud commence à dessiner, marqué, on l'a vu par sa rencontre avec les œuvres de Klee, c'est la ligne segment et la ligne axiale qui l'occupent. Et il les investit aussi bien dans narration et alphabet que dans la grande ligne folle de 1927. Mais ce qui ne manque pas de nous frapper, là, c'est le caractère lié, le caractère enchaîné, continu, de ses premiers dessins. Et dans Émergence-Résurgence, qu'il publie en 1972, je vous rappelle que Michaud dit avoir recherché, alors, dans ses premières tentatives, avoir recherché le continuum, et n'y être pas parvenu de manière aussi décisive qu'il l'aurait voulu. Ce qui va l'occuper dans les années 30 et au début des années 40, ce sont les échanges entre les puissances figuratives de l'abstraction, les fonds, les tâches, et les puissances abstractives de la figuration.
Et pourtant, l'année même où il expose ses gouaches sur papier noir à la Galerie Pierre, la même où avait eu lieu la première exposition surréaliste, il consigne un projet de, je cite, « rudiment d'une langue universelle idéographique contenant 900 idéogrammes et une grammaire ». Et ce rêve d'une langue universelle idéographique l'habite encore lorsqu'il réalise les alphabets sous forme de grille des années 40. Alors, on peut se demander, il y a série, mais où est le continuum recherché? Eh bien, ce continuum, Michaud ne va l'obtenir vraiment qu'avec les mouvements de 1950-1951. Il revient à l'encre de Chine, mais le tracement s'effectue désormais non plus avec une plume, mais avec un pinceau. Et surtout, Michaud réinvestit le principe sériel qu'il a mis en œuvre dans sa première période de production vraiment intensive, celle à laquelle j'ai fait allusion pour commencer, celle des aquarelles de 1948 qu'il peint véritablement à la chaîne. Et dans les mouvements, le principe sériel joue non plus seulement dans les limites de la feuille, d'un signe à l'autre, mais dans l'enchaînement même des feuilles. 1200 en quelques mois, écrit Michaud dans la postface. Les signes, certes, ne sont plus matériellement liés. Il n'y a pas de ligature, comme on dit quand on décrit une écriture. Il n'y a plus de ligature entre les signes, comme il pouvait y en avoir dans Narration et Alphabet de 1927. Mais les signes sont liés visuellement. Et s'ils sont liés visuellement, c'est parce qu'ils sont liés gestuellement par l'opération même de Michaud. Les signes de mouvement réalisent donc une sorte de synthèse entre le pointage et la ligne sous ses deux aspects, segmentaire, comme composante du pseudo-signe, et comme axe. La ligne axiale, abstraite, joue dans la verticalité et dans l'horizontalité. Et la ligne segment dérive figurativement vers des membres, vers des appendices. Il ne s'agit pas tant ici de représenter des mouvements que de construire les signes pseudographiques comme des diagrammes corporels. Dans la postérité des mouvements s'inscriront les grands recueils graphiques des années 60, 70, 80, ces parcours en 1967, Par la voie des rythmes en 1974, avec ici, vous le voyez, ouverture sur la page de faux titres dans l'exemplaire de la collection Pete Seitz, un exemplaire qui a été prêté par l'exposition, avec un envoi autographe sous forme de pseudo-signe, justement. Il y a Saisir en 1979, Par des traits en 1984. Et vous voyez, des signes vraiment là dans tous leurs états, avec une bien plus grande diversité encore qu'il n'y en avait dans Mouvement. Ce sont toujours des signes, mais l'aspect pseudo-notationnel compte beaucoup moins que l'impression de concaténation sérielle qui résulte de leur enchaînement sur une même feuille et d'une feuille à l'autre. Alors, il faut s'arrêter un moment tout de même sur cette pseudographie, sur cette mimèse sémiotique, qui participe à la fois d'une critique du signe et d'une utopie. L'utopie d'une écriture qui serait affranchie des significations linguistiques et de toutes les instances qui les autorisent, c'est-à-dire les nations, les empires, les États, tous ceux que Michaud a voulu fuir. Et cette dimension critique et utopique, sans doute est-elle présente jusqu'à la fin, le texte même de Par des traits en témoigne. Mais le geste confère à cette dimension critique et utopique une nouvelle portée. Tout se passe, en somme, comme s'il s'agissait de prendre de vitesse le signe, de le surprendre
avant qu'il ne se transisse. Tous les textes que Michaud écrit sur sa peinture à partir de 1950 insistent sur ce primat du geste qui est en fait le corrélat corporel de la vitesse. Et ce facteur vitesse, il est essentiel pour Michaud. C'est lui qui lui fait exclure l'huile. Certes, il ne supporte pas l'odeur de la térébenthine et des vernis, on l'a dit, mais surtout, il lui reproche d'être collante, à tous égards collante, hein, et d'être bien trop lente. Et c'est pour des raisons inverses qu'il préfère l'aquarelle à la gouache, hein, qu'il va privilégier l'encre de Chine, qui est si fluide, et qu'il va, à partir de 1967, employer l'acrylique qui sèche rapidement et qui peut être manipulé tout aussi rapidement, sans recours au pinceau de plus, hein, par simple pression sur le tube. L'acrylique, de ce point de vue-là, fait sauter une médiation, si l'on peut dire. Et cette prégnance gestuelle, elle est encore plus marquée, j'ai bientôt terminé, dans les grandes encres qu'il entreprend à partir de 1954. Le format des feuilles est beaucoup plus important, et si Michaud travaille toujours à l'horizontale, jamais sur chevalet, hein, la destination des œuvres de cette grande famille n'est plus le livre, hein, j'y ai insisté ce matin lors de la visite de l'exposition, mais c'est le mur. Eh bien, les grandes encres font entrer en turbulence la ligne et le point. Le point fait tâche lorsque l'encre est étendue au pinceau ou bien qu'elle est versée, voire projetée sur le papier. Et le jet, comme l'application au pinceau, disperse la tâche. Dans Émergence-Résurgence, mais dans d'autres textes aussi, Michaud dit son horreur de la tâche. Hein, et c'est un fait qu'il ne voulait absolument pas être enrôlé sous la bannière des tachistes de son ami Tapier, puisque Tapier était un peu le grand prêtre de cette mouvance de l'abstraction informelle dans les années 50. Et c'est alors, dans ces états dispersés, éclatés, hein, de la tâche, que ressurgissent les puissances figuratives, des membrures, des Rorschach aurait fait ses délices là d'une encre comme celle-ci, hein, où on peut deviner une sorte de créature à la Robocop, un de ces monstres comme on en voit dans les nouveaux mangas japonais. Hein, c'est tout à fait saisissant. Donc membrure, appendice qui se devine, silhouette corpusculaire qui s'agroupe, vous voyez, qui fuit, qui tourbillonne, laissant parfois de grandes zones vacantes, dessinant des rondes infernales. Et la ligne segment, si elle est prise dans les tensions du geste, c'est encore de manière beaucoup plus nette, beaucoup plus forte que dans Mouvement. Sans doute parce que les lignes axiales, dans les grandes encres, hein, sont complètement neutralisées. Elles sont neutralisées par leur pluralité même. Et tout se passe dès lors comme si la sérialité, hein, ne s'exerçait plus dans la linéarité de la feuille, bien qu'elle puisse encore jouer dans le geste qui enchaîne les feuilles entre elles, mais comme si donc elle jouait dans l'épaisseur, et comme si la feuille portait les traces d'une stratification de gestes. Et voir ce que fait Michaud, hein, je reprends là ces deux prédicats verbaux, ce serait donc remonter de ce que nous voyons, hein, au geste fait, au geste effectué, au geste opéré, puis à ces mouvements intérieurs qui en sont les premières pousses. Ces gestes intérieurs, écrit Michaud en 1954, je poursuis, pour lesquels nous n'avons pas de membres, mais des envies de membres, des tensions, des élans. Hein? Et donc, ces mouvements intérieurs seraient
par rapport au mouvement ou au geste matérialisé, un peu dans le même rapport que les têtes sur papier noir des années 37-38, par rapport aux virtualités figuratives du papier noir et par rapport à ces images hallucinantes, hantantes, qui montent de nous. Si bien que les signes, les grammes, si on rattache le mot au grec, au grammata, les signes, les grammes chez Michaux emportent avec eux ce qu'il faudra appeler des engrammes, mais en un tout autre sens que chez Warburg, les engrammes comme empreinte psychique, au sens où on l'entend aujourd'hui, comme empreinte psychique où s'esquisse, en quelque sorte, forme et mouvement. Alors je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer encore, mais parce qu'avec Michaux, en fait, on n'en a jamais fini. Et on en a d'autant moins fini que, je pense que Franck ne me démentira pas, on est loin de connaître encore dans sa totalité, dans son ampleur, l'œuvre peint et dessinée. Il y a des dessins, des peintures qui ressurgissent chaque semaine. J'ai donc aventuré quelques hypothèses qui, comme telles, sont discutables. Hypothèses qui permettent de lier des moments. Alors, je pense qu'on doit contester les hypothèses, c'est ce qui fait avancer la réflexion, mais sur les moments par lesquels les liaisons que j'ai tenté d'esquisser passent, sur ces moments, il doit y avoir consensus. Moment traversé du temps, vous savez que c'est un mot notion qui est central chez Michaux. Les liaisons, elles, que l'on peut effectuer entre ces moments, sont multiples pour la simple raison suivante, c'est que le temps ne se ramène pas à une ligne unique. Chez Michaux, le déroulement du temps, en effet, ne va jamais sans la conscience d'exister. Ça veut dire qu'il se dédouble et se démultiplie nécessairement. Et c'est ce qu'il écrit en 1957 dans Dessiner l'écoulement du temps, un texte d'où je vais tirer cette autre phrase qui me servira en quelque sorte d'épilogue. Au lieu d'une vision à l'exclusion des autres, j'eusse voulu dessiner les moments qui, bout à bout, font la vie, donner à voir la phrase intérieure, la phrase sans mots, corde qui indéfiniment se déroule sinueuse et dans l'intime accompagne tout ce qui se présente du dehors comme du dedans. Voilà, je vous remercie.